Fidel Castro, un nom comme une prophétie pour un dictateur à la longévité exceptionnelle. Le 31 juillet 2006, la télévision cubaine annonce pourtant l'hospitalisation du leader Máximo et le transfert des pouvoirs à son frère Raúl Castro, jusque-là resté dans l'ombre. Llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Depuis cette annonce, l'éternel combattant Fidel Castro n'a fait que de brèves apparitions publiques. Le 17 décembre 2007, dans une lettre lue par la télévision cubaine, Fidel Castro déclare qu'il renonce à toute fonction publique. Retour sur 50 années, autour desquelles Fidel Castro a été la bête noire de 10 présidents américains et a échappé à des centaines d'attentats fomentés par la CIA et les opposants cubains, avant de rester dans les mémoires comme le plus pugnace des compañeros. Fidel Castro, c'est un avocat, un jeune avocat qui vient du parti orthodoxe, ce parti nationaliste populiste qui devait probablement gagner les élections de 52 et qui n'a pas participé aux élections puisque les élections n'ont pas eu lieu à cause du coup d'État. Et c'est un leader étudiant, probablement proche d'autres générations étudiantes latino-américaines, mais qui est une génération politique. Au moment du coup d'État de Batista, rien ne bouge à Cuba, sauf la Fédération étudiante universitaire. Le reste, les syndicats, etc., va être atone. Et là, Fidel Castro va avoir plus tard une initiative importante. Il fait appel à la Cour suprême pour qu'elle condamne le coup d'État militaire, et ce coup d'État ne sera pas condamné. Et il en tire comme conclusion, puisque ce coup d'État militaire illégitime n'a pas été condamné, alors l'insurrection elle-même est légitime. Cuba, à l'époque, était complètement dans la dépendance économique des États-Unis et Cuba n'était pas du tout le pays sous-développé qu'on a dit. Au contraire. C'est à partir des années 20 et du début de la prohibition aux États-Unis que La Havane devient une destination de prédilection. La Havane était alors surnommée le bordel de l'Amérique. La mafia aux États-Unis était très importante. Et cette mafia avait organisé des casinos, des tripots de jeux, des bordels, où la bourgeoisie des États-Unis venait jeter un peu sa gourme. Batista était en excellente relation avec ces mafiosos et il tirait un profit personnel de tout ce trafic de drogue, de prostitution, de casinos, etc., qui se répandait essentiellement, enfin, à La Havane. Le reste de l'île était relativement protégé. Je ne crois pas que la dictature de Batista se caractérise seulement par la mafia. La corruption est un des aspects. Moi, je mettrais plus l'accent sur la répression, sur la peur qu'il y a eu, et je pense aussi sur l'incapacité de la dictature de Batista à réaliser l'indépendance économique et politique du pays. Moi, je mettrais beaucoup plus l'accent là-dessus. Quelle était la situation cubaine en termes économiques, en termes sociaux, politiques, avant 1959? C'est un sujet de débat infini, parce que certains secteurs de l'exil notamment expliquent qu'en réalité, Cuba était un pays qui connaissait un certain développement avant 1959,
et qui n'était pas le pays misérable, plein d'analphabètes, qui est décrit par les castristes, qui a été décrit par les castristes ensuite. Je pense qu'on peut dire que Cuba répondait tout à fait aux caractéristiques du sous-développement tel qu'on a l'habitude de le définir. Pourquoi? Parce que vous aviez une ville, la capitale, La Havane, qui était une sorte de tête de pont à même pas 200 km des côtes américaines et qui était une capitale très développée. Si on sortait de la capitale, alors on trouvait un paysage totalement différent avec là une population dans les campagnes misérables, une économie dominée par le sucre, donc une économie structurellement déformée et qui dépendait du bon vouloir des États-Unis puisque de surcroît, c'est le Congrès américain qui fixait les quotas de sucre que Cuba devait produire. C'était vraiment un régime extrêmement inégalitaire. Il y avait une élite de grands planteurs qui étaient au pouvoir et le reste de la population traînait, le reste de la population noire, la majorité, car là, il y avait une minorité assez importante malgré tout de population blanche qui formait une classe moyenne. Tout cela ne pouvait marcher que parce que Batista avait à son service une armée aux ordres et une police qui était extrêmement riche en espions qui contrôlaient un peu la vie de tous les quartiers. Je pense qu'on était dans un pays où effectivement il ne fallait pas grand-chose pour que l'étincelle mette le feu à la plaine, pour prendre une expression célèbre, parce que les contradictions économiques, sociales et politiques étaient explosives. Alors à ce moment-là, c'est Fidel Castro qui arrive. Du côté de Santiago, il y a une caserne qu'on appelle la caserne de Moncada, qui était riche en armes, et Fidel décide, avec une bande d'amis, recrutés un peu, je ne dis pas un peu par hasard, mais sans trop de contrôle, tous ceux qui voulaient se lancer dans l'aventure, c'était une aventure, décident d'organiser l'attaque de cette caserne. C'est un fiasco considérable. Raúl Castro arrive à échapper. Fidel Castro, lui, est fait prisonnier. La date du 26 juillet 1953 restera comme le début de l'organisation révolutionnaire de Fidel Castro et du castrisme, puisque c'est la date de l'attaque de cette caserne, de cette fameuse caserne. À la faveur d'une amnistie qui va être décrétée par Batista en 1956, Fidel va être libéré. Il va se dépêcher d'aller à Mexico, rejoindre un certain nombre des moncadistes, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, qui sont allés se réfugier à Mexico, terre d'accueil de beaucoup d'exilés révolutionnaires. C'est là que Fidel Castro rencontre un jeune médecin argentin qui s'appelle Ernesto Che Guevara, qui est quelqu'un dont la trajectoire est déjà impressionnante. Il se rallie à l'équipe qui est sur place avec Fidel Castro, un ancien commandant espagnol, un ancien républicain espagnol, les a entraînés militairement pour préparer une guerre de guérilla cette fois-ci. Un soir de novembre 1956, ils s'entassent à 80 dans un yacht, un petit yacht qu'ils ont acheté d'occasion, qui s'appelle le Granma, je veux dire la grand-mère en argot américain. Fidel Castro est tellement impatient qu'il décide de débarquer 3 ou 4 heures avant le temps prévu, c'est-à-dire ils ont une journée de retard à cause du mauvais temps, mais il va débarquer dans un endroit qui n'était pas prévu, où on ne l'attendait pas et où personne ne l'attendait. 2 jours avant, il y avait eu une insurrection, une tentative d'insurrection à Santiago de Cuba, la capitale de la province orientale, qui devait être coordonnée avec le débarquement. Et en fait, il n'y a pas eu de coordination, tout s'est mal passé. Un écrivain argentin qui a écrit une nouvelle là-dessus considère que c'est plutôt un naufrage qu'un vrai débarquement.
L'aviation de Batista les attend, ils sont bombardés, c'est aussi une fois de plus de nombreux morts, mais cette fois-ci, à la différence du Moncada, il réussit à gagner la Sierra Maestra, donc à gagner la montagne. Suivent alors 2 ans de guérilla où Ernesto Guevara va être nommé par Fidel Castro le premier commandant de la révolution. Fidel, fidelísimo retoño martiano, asombro de América, titán de la hazaña, que desde las cumbres quemó espinas del llano, y ahora riega orquídeas, flores de montaña, ahora riega orquídeas, flores de montaña, y esto que las hieles se volvieran miel, se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la ortiga se hiciera clavel, se llama Fidel, se llama Fidel. Y esto que la patria no sea un cuartel, se llama Fidel, se llama Fidel. Fidelísimo retoño martiano. Février 1958 marque le début des premières émissions de la radio Rebelde. Pendant 2 ans, jusqu'au 8 janvier 1959, Fidel et ses Barbudos vont se battre contre les troupes de Batista avec l'appui important des paysans de la Sierra Maestra. Le ralliement des paysans se fait en réaction aux politiques brutales et aux expropriations orchestrées par Batista et les grands propriétaires, dont beaucoup sont américains. Une grande partie de ces paysans sont des macheteros qui travaillent dans les plantations de canne à sucre. Le mouvement révolutionnaire regroupe bientôt près de 800 hommes. Au terme de ces 2 années, Guevara va être chargé par Fidel Castro de marcher sur la Havane en organisant une colonne qui va être parallèle à une autre colonne menée par un autre personnage important à l'époque de la guérilla de Fidel Castro, qui s'appelle Camilo Cienfuegos. La guérilla de Fidel Castro est appuyée largement par le peuple cubain, qui se retourne contre les derniers partisans de Batista restés après sa fuite. C'est un mouvement populaire, collectif et général qui balaye les dernières traces de l'ancienne dictature. L'armée de Batista s'écroule et Fidel Castro organise une marche triomphale depuis l'est de Cuba jusqu'à La Havane, qui est presque à l'autre côté ouest, 700 km de distance et plus même, et entrée triomphale et discours non moins triomphal de Fidel Castro le 8 janvier 1959, début de la révolution de Fidel Castro. La Cabagne, c'était l'enfer. C'est une ancienne forteresse coloniale espagnole qui a toujours servi de prison. Et le Che a été envoyé par Fidel Castro dès les premiers jours, le 2 janvier, les premiers jours de la prise du pouvoir. Il a été envoyé là-bas pour prendre le contrôle de cette forteresse. Et c'est là que se sont déroulées l'essentiel des exécutions, du moins à La Havane, parce qu'il y en avait partout dans le pays. Parfois, ce n'étaient pas des sbires de Batiste, parfois c'était des gens qui étaient absolument innocents de crimes.
mais les procès étant extrêmement expéditifs, c'était systématiquement la peine de mort. Comment se fait-il que le gouvernement américain, qui a eu comme tradition en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, de toujours intervenir, ne soit pas intervenu à Cuba? Il faut dire que l'issue de la guerre aurait pu être très différente. Je pense que le gouvernement américain était mal informé de ce qui se passait réellement et sans doute une sous-estimation aussi de ce qu'était la dynamique de l'armée rebelle et de la direction de Fidel Castro et du mouvement du 26 juillet. À cette époque, je crois que, comme beaucoup de jeunes de ma génération, très vite on a pris fait et cause pour la révolution cubaine, pour des tas de raisons. Bon, d'abord, ça rompait un peu avec tous les modèles bureaucratiques qu'on avait connus. Ça nous semblait être une rupture un peu avec la langue de bois, ce qui se passait dans les pays de l'Est, en Union soviétique. Donc c'était pour nous une révolution d'une nouvelle période. Fue tomando fuerza y más fuerza hasta constituir hoy la fuerza de todos los países del campo socialista y de todos los países que luchan en todos los continentes contra el colonialismo y contra el imperialismo. Il y a des auteurs qui ont prétendu que Fidel Castro était déjà communiste avant. Pour ma part, je ne crois pas, que c'était plutôt quelqu'un, je dirais, qui était un personnage, un nationaliste très radical, qui avait une volonté de justice sociale, mais rien n'indique qu'avant la prise du pouvoir, il ait été convaincu qu'il fallait instaurer un pouvoir socialiste de type soviétique à Cuba. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Fidel Castro ignore encore qu'il est devenu communiste ou marxiste. Il s'est marxisé au contact du Che et au contact de certains autres, mais surtout au contact du Che, pendant la Sierra Maestra. La bourgeoisie cubaine, qui a peur du communisme et qui est encore dans cette optique anticommuniste de l'immédiate après-guerre, influencée par les États-Unis, ne le sait pas. Les grands latifondiens, les grandes propriétés foncières, notamment celles où le sucre est cultivé, appartiennent pour les 2/3 à des compagnies américaines, à la United Fruit, ce qui explique qu'une partie de cette bourgeoisie cubaine, de cette bourgeoisie sucrière minoritaire, va pendant une période financer l'insurrection armée de Fidel Castro, précisément parce qu'elle voudrait bien se débarrasser de ces grands latifondistes nord-américains. Fidel Castro dissimule un peu son jeu. Il envoie le dangereux marxiste Guevara étranger faire une tournée de propagande pour Cuba à travers le monde, à travers surtout le tiers-monde. Et ce n'est qu'au bout d'un an et demi, qu'il abat ses cartes, qu'il nationalise une partie de l'économie cubaine. Fidel Castro vient de jeter un énorme pavé dans la mare des relations États-Unis-Cuba. Dans le discours qu'il a prononcé, en dépit de sa maladie, au premier congrès des jeunesses latino-américaines, il a annoncé l'expropriation et la nationalisation des compagnies américaines de Cuba. Cette décision touche des affaires telles que la Compagnie cubaine d'électricité, l'Esso Standard et la Texaco, dont la valeur s'élève à quelques 400 milliards d'anciens francs. Nouvel épisode dans la tension américano-cubaine. Les Américains commencent à se rendre compte que eux, qui au début avaient applaudi en quelque sorte
la démarche de Castro, qui était celle d'un révolutionnaire, disons, démocratique, entre guillemets, ils s'aperçoivent qu'ils ont laissé rentrer le loup dans la bergerie. Le régime qui se met en place avec Fidel Castro, c'est un régime qui est en effet en décalage total avec l'ambiance générale de l'Amérique latine de cette période de guerre froide. On a dans de grands pays du sud du continent des régimes qui se sont installés après des coups d'État en réaction à ce qu'on appelle déjà à l'époque des gouvernements populistes. C'est la fin de Juan Domingo Perón en Argentine. C'est également le cas au Brésil. En 1954, Getúlio Vargas, qui est revenu au pouvoir de façon légale, va être poussé au suicide. Face à l'embargo subi dès les années 60, Cuba doit affirmer la souveraineté de son régime en réponse aux multiples provocations et violations de son espace aérien par les anticastristes. En effet, Cuba avait commis un crime de lèse-majesté, s'en prendre aux biens de multinationales américaines comme la United Fruit Company. Face aux attaques qui sont en train de se préparer de la part de Washington, la direction révolutionnaire, en particulier Castro et Guevara, cherchent des appuis face à ce qu'ils comprennent très vite, c'est-à-dire face à ce qui va être une rupture avec, qui semble inéluctable et rapide avec le gouvernement américain. Et ces appuis, ils vont les trouver où? Eh bien, ils vont les trouver à Moscou. La réaction des États-Unis a été tellement forte, les États-Unis qui avaient installé ce dictateur, Batista, au pouvoir, que l'URSS est venue tout de suite en appui à Castro. Et il y a eu un glissement progressif du régime castriste dans ce qui était l'affrontement Est-Ouest. Et l'URSS pensant qu'il y avait une tête de pont dans le continent américain qui pouvait être créée à travers Cuba. Et c'est à partir de ce moment-là, nous sommes déjà dans les années 60, que les États-Unis décident d'en finir avec ce dangereux individu. Le président Eisenhower donne l'ordre de préparer un programme complet et clandestin, le Cuba Project, pour détruire le nouveau gouvernement cubain. Lorsque le président John Kennedy accède au pouvoir, il reprend le programme à son compte. Cuba must not be abandoned to the communists, and we do not intend to abandon it either. Ils organisent, les États-Unis, un débarquement à Cuba avec une quantité d'exilés cubains persuadés que la population va se rallier aux contre-révolutionnaires qui débarquent dès qu'on saura qu'ils reviennent apporter la démocratie. C'est une idée très bizarre parce que pendant ces 2 premières années, l'appui populaire à la Révolution est absolument immense. Et ça, je crois que tous les historiens, les chercheurs sont d'accord. Mais on a, une fois de plus à Washington, une idée fausse avec des renseignements de la CIA et des analyses erronées. La CIA arme et entraîne 1500 hommes de la brigade 2506, tous exilés cubains opposés à Fidel Castro, et les largue sur la côte cubaine dans le but de renverser le régime. Les troupes cubaines réagissent aussitôt et repoussent la tentative de débarquement dans la baie des Cochons, au nord de Cuba. Fidel prend lui-même la direction des opérations. Sans le soutien de l'aviation américaine, l'opération échoue et les 800 survivants sont faits prisonniers. En 3 jours, ces troupes vont être vaincues et le régime castriste remporte une victoire éclatante. On dira que la baie des Cochons a été la première victoire, ça va être le slogan qui va se répandre en Amérique latine, la première victoire contre l'impérialisme américain en Amérique latine. Les mercenaires sont capturés et l'aventure va se terminer par une défaite et militaire et diplomatique pour Washington. Le fiasco du débarquement raté
de la baie des Cochons va marquer pour les États-Unis une date importante. On va s'apercevoir qu'il n'est pas si facile de se débarrasser de Fidel Castro. Et Fidel Castro, lui, à partir de ce moment-là, se tourne d'une manière délibérée vers l'Union soviétique pour demander l'appui de l'Union soviétique. Ce qui va déclencher une nouvelle crise en 1962, qui est ce qu'on appelle la crise des fusées. Nikita Khrouchtchev installe des missiles sans ogive encore, nucléaires, à Cuba. Et les avions espions des États-Unis s'en rendent compte, et à ce moment-là, il y a un bras de fer qui s'établit entre Kennedy et Khrouchtchev, et Kennedy l'emporte. Fidel Castro était furieux que Khrouchtchev ait pris la décision de retirer les fusées. Pour Fidel, c'était une trahison. C'était une trahison parce qu'il voulait un affrontement direct avec les Américains, hein, et mesurer les forces d'un camp et de l'autre. Il y a quelque chose qui tient de la mégalomanie, encore une fois de l'inconscience. On a eu raison de dire qu'à ce moment-là, la paix ne tenait plus qu'à un fil. Shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. L'URSS, à partir de ce moment-là, s'est gardé de tout appui direct aux guérillas latino-américaines. Entre l'Union soviétique et Fidel Castro, il y a eu une espèce de marchandage. D'accord, vous retirez les fusées, de toute façon les soviétiques, ils n'ont pas consulté Fidel pour la résolution de la crise, hein. Ils ont directement traité avec Kennedy, mais ils lui ont donné, disons, une petite consolation, à savoir que les Cubains pourraient intervenir sur d'autres théâtres d'opération à travers le monde. Revolucionarios era pensar siempre en sí mismo, pensar siempre en las propias fuerzas y no dejar de hacer jamás el máximo esfuerzo por si un día nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy cara nuestras vidas. Bien des années plus tard, on a publié les lettres que Fidel avait envoyées à Nikita Khrouchtchev, et on ne peut pas considérer cela autrement que du délire. Il dit dans une des lettres qu'il faudrait envoyer de manière préventive un missile sur une grande ville américaine. L'année suivante, Fidel Castro a été reçu en Union soviétique et il s'est un peu assagi. C'est-à-dire qu'il a suivi les orientations données par les soviétiques dans le sens d'un plus grand réalisme économique, contre les doctrines du Che. L'Union soviétique comprend qu'il faut tenir à bout de bras l'économie cubaine et au prix de je ne sais combien de millions de dollars par jour, l'Union soviétique maintient par une espèce de poumon artificiel en vie l'économie cubaine qui hésite entre le tout sucre, le pas assez sucre, l'industrialisation, etc. Et c'est l'armée qui commence à intervenir dans l'économie cubaine. L'armée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les FARC, c'est-à-dire les forces armées révolutionnaires. Cette dérive soviétique, je dirais, du régime cubain, va évidemment provoquer, dès les années 60, des tensions au sein même du groupe dont Fidel Castro a pris la direction. Il arrive donc à M. Guevara de se rendre compte qu'il y a deux réalités.
lui qui était si pro-soviétique au début, s'aperçoit que les soviétiques sont internationalistes du bout des lèvres, mais ne mettent pas leur doctrine anti-impérialiste en pratique auprès des pays du tiers-monde. Ce qui explique le fameux discours d'Alger de 1965. Ce jour-là, Che Guevara ira trop loin. On l'entend conspuer en coulisses les délégués soviétiques et lors de son discours dénoncer avec virulence la complaisance du Kremlin envers la Maison-Blanche. De retour à Cuba, la confiance laisse rapidement place à l'inquiétude dans le regard du Che. Et c'est finalement la tête baissée qu'il vient à la rencontre de Fidel Castro et Osvaldo Dorticos, alors encore président de la République. Derrière les sourires de façade, la tension est palpable. Castro cherche du regard ce fils qu'il a déçu. Mais le Che détourne les yeux sous le poids de l'accusation silencieuse. Fidel Castro kidnappe le Che et l'emmène avec lui dans une résidence, une des nombreuses résidences dont Castro dispose dans l'île. Et il y a un entretien à huis clos dont on ne sait rien, si ce n'est que par les gardes du corps, qu'on les entendait gueuler l'un et l'autre pendant des heures et des heures. Il paraît que la discussion a duré près de 24 heures. On se demande quand est-ce qu'il dormait. En tout cas, à partir de ce moment-là, Guevara disparaît complètement de la circulation. On ne sait pas très bien si le Che est parti en Amérique latine, en Afrique, de son plein gré, ou si Castro n'était pas assez content aussi de voir partir quelqu'un qui peut-être avait une aura telle qu'il aurait pu lui faire de l'ombre. Guevara comprend qu'il n'a plus sa place à Cuba et il décide, lui qui vient d'Afrique, d'aller organiser une guérilla contre l'impérialisme des Belges qui existent encore au Congo. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Échec total de cette tentative de guérilla. Or, dans les médias cubains, télévision cubaine, les presses cubaines, on commence à se demander, au bout de quelques semaines, et même de quelques mois surtout, la presse nationale et la presse internationale, mais où est le Che? Qu'est devenu le Che? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Fidel, pour se débarrasser du problème, va rendre un mauvais service, d'une manière délibérée ou pas, la question se pose encore, va rendre un mauvais service à Guevara. Il va lire en public au cours du congrès du Parti communiste cubain d'octobre 1965 la lettre d'adieu que le Che lui a laissée. Vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, aquí transcripta a máquina. Del compañero Ernesto Guevara. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo. La lecture publique de cette lettre était une condamnation à l'exil éternel du Che. Fidel lui donne les 17 ou 18 guérilleros dont il a besoin pour aller se battre sur un autre front, cette fois en Amérique latine, et c'est la Bolivie. Son expérience bolivienne va être catastrophique et il sera donc assassiné en 67, exit Guevara. Porta-voz das Forças Armadas Bolivianas afirmou hoje que o guerrilheiro morto no domingo passado era realmente Ernesto Guevara.
la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Le Che allait rentrer dans la gloire, et Fidel pourrait s'en servir comme icône universelle et comme image éternelle de la révolution cubaine, toujours jeune et toujours combative. Qu'il meurt en martyr, c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait lui donner. On va se trouver en 1970 dans une situation où le pays est acculé à se replier sur l'Union soviétique et à s'intégrer dans le Comecon, autrement dit dans le marché commun qui regroupait à l'époque l'URSS et les pays d'Europe de l'Est. Le prix à payer sera très grave parce que cette intégration dans ce qu'on appelait le camp socialiste, entre guillemets, va signifier pour Cuba, la persistance de la dépendance du sucre. Cette fois-ci, ça n'est plus le sucre qu'on exporte aux États-Unis, on l'exporte à Moscou, sans qu'il y ait un véritable processus d'industrialisation ni de développement. D'autre part, sur le plan institutionnel et politique, beaucoup de choses vont être copiées sur le modèle soviétique. Et ça s'avérera assez catastrophique, évidemment. Ça a permis à la direction cubaine des réalisations authentiques, surtout si on compare la situation de la population à Cuba et des jeunes avec toutes les îles alentours. Bien, et bon, le service de santé qui est un modèle, l'éducation, et même d'un certain point de vue, je veux dire, un niveau de vie qui était quand même bien supérieur à toutes les îles de la Caraïbe. Et puis après, bon, il y a l'autre côté de la médaille. Parce que moi, on peut appeler une certaine bureaucratisation d'une révolution authentique. Bon, quand même, cette affaire d'absence de pluralisme politique, un seul parti, dans le parti, quasiment pas de débat, en tout cas pas de débat public, une seule presse, une seule radio, une seule télé, un quotidien à grammat absolument illisible. Et ensuite, après, il y a eu quand même toutes ces vagues de répression, ce qui est lié. Quand il n'y a pas de pluralisme, de débat véritable, à ce moment-là, on réprime ceux qui, parce que ça existe, qui veulent absolument débattre. On peut dire, voilà, en résumé, de 70 à 90, c'est toute l'influence soviétique qui va peser sur Cuba. Et certes, l'aide économique et financière va être très grande, mais le prix à payer à long terme sur le plan politique va être extrêmement lourd. Et alors, évidemment, à partir de la chute du mur de Berlin, à partir de 1989, là, lorsque le poumon artificiel cesse de fonctionner, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la période spéciale. Les soutiens que la Russie accordait à Cuba, que l'URSS accordait à Cuba, vont se réduire de manière considérable. Cuba commence à sentir le poids de la difficulté économique. Cuba est en train de redevenir un pays du tiers-monde, chose qu'il avait cessé d'être depuis pratiquement 3 décennies. Le pays était un pays dévasté. Quand on allait à Cuba au début des années 90, on se demandait comment le pays allait pouvoir rebondir. Il a fallu que Cuba réapprenne à vivre de ses propres ressources. Et ça n'a pas été facile. Le régime s'est évidemment durci au plan politique, au plan économique, évidemment, au plan des libertés. Là, on a commencé de plus en plus à parler de dictature, d'où la frénésie avec laquelle, dès qu'il a été possible de quitter Cuba, quantité de Cubains ont manifesté pour pouvoir aller en Floride et de là peut-être ailleurs. Ça a été toute la crise très très grande qu'on a appelée des balseros, c'est-à-dire ces gens qui, sur un pneu gonflé, traversaient le bras de mer qui sépare Cuba de Miami. La plupart de ces Cubains de l'exil ont fait fortune et pratiquement ce sont eux
qui dirige la politique des États-Unis à l'égard de Cuba. Le gouvernement décide de légaliser le dollar en 1993. Il légalise le dollar, pourquoi? Parce que les familles exilés vont envoyer de l'argent, envoient de l'argent à leurs parents à Cuba. Et avec cet argent, si le dollar est légalisé, eh bien, on peut penser que les Cubains vont aller acheter des biens dans des boutiques spéciales où on trouve plein de choses qu'on ne trouve désormais plus du tout à Cuba. Et le gouvernement, lui, encaisse ces dollars et donc assainit sa situation financière extrêmement difficile. Il n'était pas question pour Fidel Castro de modifier quoi que ce soit au canon du socialisme étatique. Mais en revanche, il a essayé d'investir dans le tourisme, il a passé des accords avec des entreprises de tourisme étrangères. Il va autoriser les activités privées de certains petits artisans, de certains petits métiers. Peu à peu, la société cubaine s'est mise à marcher à deux vitesses, avec une société qui utilisait du dollar et une autre qui n'utilisait que le peso. Jusqu'à l'année 2004, où on va mettre un terme à la circulation du dollar, ce qui s'accumule, c'est une situation de fragmentation sociale et d'inégalité très grande, où la pyramide, les Cubains disent toujours, la pyramide sociale s'est inversée. Désormais, vous lavez la vaisselle dans un petit restaurant privé, et vous pouvez gagner jusqu'à $100 par mois ou $120 par mois. Vous êtes chirurgien, vous êtes médecin, vous êtes ingénieur, vous êtes professeur, vous vous retrouvez dans une situation catastrophique, vous ne pouvez pas survivre avec votre salaire et il faut faire autre chose. En réaction à la politique socialiste menée par Fidel Castro, des exilés cubains, souvent aidés par la CIA, forment des groupes paramilitaires. Ces groupes se nomment entre autres Alpha 66, la Fondation nationale cubano-américaine, Commando F4 ou les Frères du Secours, et réalisent des attentats et des opérations de sabotage contre Cuba et le régime en place. Il n'y a pas de possibilité pour les Américains, sauf cas de crise très grave. Il n'y a pas d'intérêt pour les États-Unis d'envahir Cuba. Mais Fidel Castro fait voir constamment la menace de guerre, une guerre complètement imaginaire. Et tout le monde est complètement mobilisé, tout le temps mobilisé à Cuba. Face au risque toujours présent d'une hégémonie, d'un retour des États-Unis et d'un retour des exilés, il y a une capacité de résilience dans la population cubaine. Ça, c'est toute l'ambiguïté de Cuba, où à la fois il y a une espèce de respect de Fidel Castro, parce que le leader de la révolution, il s'est battu jusqu'au bout contre les Américains, et puis en même temps, des choses avec lesquelles beaucoup de gens sont en désaccord. C'est cette contradiction-là, ces difficultés, qui vont avoir un effet désintégrateur dans la société cubaine. Les jeunes qui sont nés dans les années 90 n'ont connu que la crise. Donc cette jeunesse, elle voit quoi de la révolution? Ce qu'elle voit, c'est pas réjouissant. Et sans même parler des plus jeunes, mais la génération intermédiaire, les gens qui ont connu Batista et qui ont connu la dictature sont maintenant minoritaires à Cuba. Les autres sont nés après 1959. Et la dictature de Batista, c'est quelque chose qui est lointain. Et ceux qui le connaissent, c'est un pays qui, pour certains d'entre eux, a beaucoup amélioré leur situation sociale dans les années 80, avant la fin de l'Union soviétique, mais ce n'est plus le cas. Donc il y a déjà des secteurs de la population démoralisés, des secteurs de la population, je pense, minoritaires, qui sont hostiles et qui pensent qu'il faut changer. Mis à part l'éducation et la santé, ici il y a beaucoup d'inconvénients. Par exemple, nous ne sommes pas libres pour sortir, pour faire du tourisme. Tu vois, tu n'as pas le droit de sortir de Cuba si c'est pas pour ton travail ou pour servir dans l'armée. La leçon qui est tirée par Fidel Castro, la direction cubaine, c'est qu'il faut revenir en arrière sur toutes ces mesures et il faut faire autre chose. Alors on va revenir en arrière d'autant plus facilement qu'il y a un nouveau partenaire qui va beaucoup aider et qui est le Venezuela d'Hugo Chavez. Chavez est arrivé comme Zorro et le grand homme de Chavez, c'est Fidel Castro. Chavez
est quelqu'un qui ne pardonnera jamais aux États-Unis d'avoir fomenté contre lui, qui a été élu régulièrement à la loyale au Venezuela, un coup d'État qui a failli réussir, mais qui a raté. Chavez veut lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, la marginalisation de fractions considérables de la population vénézuélienne, et Cuba va offrir au Venezuela les médecins et les instituteurs dont le Venezuela a besoin pour permettre à la santé de fonctionner et pour lancer des campagnes d'alphabétisation. Et en contrepartie, le Venezuela fournit du pétrole à bas prix. Ça soulage Cuba, mais Cuba ne pourra jamais marcher sérieusement tant qu'il ne remettra pas des usines en route. Et il ne pourra remettre des usines en route que lorsqu'il aura des capitaux qui lui permettront de redémarrer. Ça, c'est actuellement, Cuba vit encore une fois avec des petits poumons artificiels, non plus le gros soviétique, ex-soviétique, mais avec tourisme, pétrole, échange, troc. Mais ils vivent mal. Le 17 décembre 2007, dans une lettre lue par la télévision cubaine, Fidel Castro déclare qu'il renonce à toute fonction publique. Il semble de plus en plus certain que le pouvoir est en train de se transférer comme il l'avait prévu à son frère, Raúl Castro, qui est par ailleurs le chef de l'armée. Raúl Castro ne pourra pas réaliser une transition démocratique parce que ce n'est pas un démocrate. Il peut réussir peut-être la succession de Fidel Castro, qui très vite lui échappera des mains dans le sens de une plus grande ouverture. Les gens demanderont beaucoup plus, très vite, et lui ne sera pas capable d'y répondre. Ce personnage, évidemment, aujourd'hui, apparaît comme le personnage qui est le leader d'un groupe qu'on appelle los duros, hein, les durs, ceux qui sont apparemment les gardiens de l'orthodoxie monolithique stalinienne. Je ne serais pas du tout étonné que ce soit l'homme par qui une certaine ouverture de l'économie arrive. Il a déjà commencé. Raúl Castro se retrouve dans une situation où il va devoir essayer d'améliorer un peu le niveau de vie de la population. Ça, je crois que c'est incontournable. Sans doute va-t-il prendre quelques mesures d'ouverture économique, peut-être dans l'agriculture, pour permettre que le ravitaillement s'améliore. S'il réussit, la situation peut être stable pendant un certain temps. Mais dans 5 ans, peut-être même avant, il peut même lui-même être victime de maladies et autres. Dans ce cas de figure, il y a une génération intermédiaire qu'on connaît. On connaît les dirigeants cubains, il y a des gens qui sont capables, mais cette nouvelle génération, elle ne pourra pas contourner indéfiniment les problèmes clés qui se posent pour le pays. Les confrontations politiques à Cuba, depuis la prise du pouvoir, elles ont été arbitrées par Fidel Castro. Raúl Castro, sur le court terme, peut les gérer, mais après. Il faudra bien qu'il y ait des éléments du groupe dirigeant qui choisissent l'option de la négociation. Je ne vois pas d'autre issue à plus ou moins brève échéance de mettre en œuvre une libéralisation du régime qui, à plus ou moins long terme, déboucherait quand même sur une démocratie politique, qui permettrait justement de mettre en œuvre également des éléments de démocratie économique et sociale. Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler d'un effondrement total du régime. Les choses ne vont pas se traduire d'une manière révolutionnaire. Il va y avoir, à mon avis, une transition à la chinoise.
pour moi, s'accumuleraient tous les inconvénients, c'est-à-dire que le régime cubain s'autoriserait à rester extrêmement répressif et autoritaire parce qu'il parviendrait à mettre en œuvre une croissance économique assez importante pour permettre de revenir à un système de redistribution qui permettrait d'apaiser les tensions sociales. Au-delà, c'est le peuple cubain, c'est l'évolution de la société internationale. Qui y aura-t-il comme président aux États-Unis? Quelle attitude ce président aura-t-il vis-à-vis de Cuba? Aura-t-il une attitude revancharde comme une partie de la classe politique au pouvoir à Washington le souhaite? Aura-t-il une attitude conciliante comme une autre partie de la classe politique à Washington le souhaite? Là, c'est vraiment des scénarios qui nous échappent. Qué triste debe ser la primavera para esos que se van equivocados, sabiendo que se encuentran condenados a vivir eternamente sin bandera. Se pierde en el rumor de estas palmeras, se pierde en el sinsón del dulce canto. Se pierden tanto, tanto que se pierden hasta el llanto de la madre que ha quedado. Si tú tienes corazón, ¿por qué te vas? Si la patria abre los brazos por igual a los hijos que pecaron por error, que es mejor rectificar que ser traidor. Qué triste debe ser la primavera para esos que se van equivocados, sabiendo que se encuentran condenados a vivir eternamente sin bandera.